Allez, donc c'est parti. Donc pour la séance d'aujourd'hui, je vous avais proposé un texte d'une chercheuse, une politiste qui était, je crois qu'elle est à la retraite, directrice de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, à Sciences Po Paris, elle s'appelle Nona Meyer. Donc un texte très intéressant d'un point de vue méthodologique, qui est en réalité une lecture critique. Alors vous savez peut-être, hein, c'est quelque chose qui se fait dans les revues scientifiques, hein, vous pouvez faire des comptes rendus de lecture, voir des lectures d'ouvrages qui viennent de paraître. La différence entre les deux, elle est assez simple. Hein. Un compte rendu de lecture, disons que c'est quelque chose d'assez neutre. Hein. Vous ne donnez pas votre avis en tant que lecteur, nécessairement. En tout cas, si vous le donnez, vous le faites de manière assez succincte. Euh, alors que la lecture critique, comme son nom l'indique, hein, l'idée, c'est de produire un point de vue d'un point de vue argumenté, un point de vue contradictoire sur sur l'ouvrage hein, que vous. Donc là, c'est un texte hein, qui est déjà assez ancien et qui porte sur un ouvrage de Pierre Bourdieu, qui est son dernier ouvrage, c'est pas son dernier ouvrage, qui s'appelle La misère du monde. Donc, La misère du monde, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu entre les mains, mais c'est un ouvrage assez volumineux qui fait près de 1000 pages et qui est en réalité un, une collection d'entretiens réalisés par Bourdieu et ses équipes sur un sujet qui est celui de la misère, sujet qui est celui de la misère. Alors, évidemment, si vous avez lu le texte, vous vous rendez compte que la manière dont la misère est définie dans le texte, ou plutôt elle n'est pas définie dans l'ouvrage de Bourdieu, pose problème. Hein. C'est ce que dit Noah Mayer. De quelle misère est-ce qu'on parle? Donc l'ouvrage porte sur ça, même si la notion de misère n'est pas directement définie. Et cet objet est abordé au travers hein, de différents portraits, différents entretiens réalisés avec des, des individus. Alors évidemment, aujourd'hui, ce qui va vous intéresser, c'est pas la réflexion sur le thème de la misère en soi, mais c'est plutôt, disons, les réflexions méthodologiques hein, présentées dans l'ouvrage La misère du monde et la critique qu'en fait Mona Meyer. Alors peut-être pour vous donner un cadre contextuel, pour que vous compreniez bien les raisons de cette critique, c'est que Dieu, dans les années 70, écrit un ouvrage, hein, un ouvrage assez fondamental hein, sur les méthodes en sciences sociales. C'est un ouvrage qui écrit avec deux de ses compagnons de route, hein, donc Jean-Claude Passeron, et puis un autre auteur qui s'appelle Chamboredon. Et dans cet ouvrage hein, qui s'appelle Le métier de sociologue, Bourdieu en fait pose les jalons d'une approche scientifique, l'approche scientifique du fait social. C'est un ouvrage qui se place hein, dans la droite lignée de l'ouvrage très célèbre hein, d'Émile Durkheim hein, qui s'appelle Les règles de la sociologie. Dans cet ouvrage qu'Émile Durkheim explique notamment qu'il faut étudier les faits sociaux comme des choses. Quand il dit qu'il faut étudier les faits sociaux comme des choses, il fait un parallèle direct entre la sociologie naissante et les sciences de la nature. L'idée de Durkheim, hein, c'est de dire que finalement, le fait social, qui est l'objet principal du sociologue, n'est pas différent en nature, en soi, du fait biologique ou du fait physique. Donc l'idée de Durkheim, c'est que le travail du sociologue va être de mettre à distance hein, le social pour l'étudier comme le biologiste pourrait étudier, je ne sais pas moi,
un organe ou comme le physicien pourrait étudier un atome. Ça passe par une posture hein, dont on a déjà un peu parlé, notamment lors du cours. C'est une posture qui implique de rompre avec le savoir commun, ce que Durkheim appelait les prénotions. Et c'est une posture également qui, dans l'esprit de Durkheim, implique hein, une mise à distance du fait social par l'usage de l'outil statistique. Durkheim est un sociologue hein, de la statistique publique. Il s'appuie essentiellement hein, sur des données de recensement, des grandes enquêtes publiques hein, pour construire son objet. Pas plus, hein, si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez m'interrompre. Dans le métier de sociologue, en fait, Bourdieu, Passeron et Chamboredon font la même chose, hein, tiennent exactement le même discours, mais en insistant principalement sur l'emploi, l'usage de méthodologies qualitatives. L'emploi de méthodologies qualitatives. En fait, ce qu'il propose, c'est appliquer la méthode durkheimienne à l'entretien. Appliquer la méthode durkheimienne hein, à l'entretien. Ce qu'ils vont proposer finalement, c'est un usage de l'entretien où l'enquêteur va se mettre à distance hein, de la personne. L'enquêteur va se mettre à distance de la personne interrogée, mais également discours tenus par cette personne. Va se mettre à distance de la personne interrogée, mais aussi les discours tenus par cette personne. En essayant de déjouer certain nombre de pièges, hein, comme par exemple ce qu'il appelle l'illusion biographique, c'est-à-dire la façon dont les individus vont reconstruire leur propre trajectoire, mais également, mais également euh, dès que Morédon, parce qu'on a du présent, c'est d'essayer de se garder d'un piège assez commun en entretien, qui est celui d'interroger les individus hein, sur l'objet que le sociologue s'est construit lui-même. D'accord. Donc l'idée dans le métier de sociologue, c'est ça, c'est de dire il faut se garder de demander aux individus de fournir des réponses aux questions que se pose le sociologue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors c'est un peu bizarre, hein, ça peut paraître un peu bizarre ce que je viens de dire, parce que finalement on se dit, bon, ben, si on interroge des personnes en entretien, c'est bien parce qu'on cherche à obtenir des réponses hein, à des questions qu'on se pose. D'accord. Sauf que ce que dit Bourdieu dans le métier de sociologue, c'est que il y a une séparation stricte entre les questions que le sociologue se pose, qui sont des questions scientifiques, qui sont des questions qui sont construites. Vous vous rappelez de la première séance, hein, le fait scientifique qui construit, constaté. C'est ça que Bourdieu a en tête à ce moment-là. C'est-à-dire que le fait scientifique, les questions scientifiques, ce ne sont pas des questions du sens commun. Ce ne sont pas des questions que se posent directement les individus. D'accord. Ce sont disons, des, des hypothèses, hein, des questions de recherche qui sont construites hein, par confrontation, d'une part avec la littérature scientifique, et puis surtout en rupture avec le sens commun, c'est-à-dire en rupture avec les, euh, les schémas explicatifs, hein, les schémas de pensée que les acteurs développent eux-mêmes. Alors, je le dis maintenant parce que ça c'est très important à comprendre, je crois, quand on commence à faire des enquêtes de terrain, c'est vraiment de ne pas céder à cette tentation hein,
de demander aux acteurs, personnes qu'on interroge, de répondre aux questions qu'on se pose nous en tant qu'analyste, en tant que chercheur. Dans le texte de Nona Meyer, il y a plein d'exemples de ça. Il y a plein d'exemples de ça, notamment sur la personne qui est militante Rassemblement, du Rassemblement national, enfin, national. Là, le chercheur, effectivement, tombe dans ce piège-là en essayant de lui suggérer des pistes d'analyse de sa propre trajectoire, en lui disant, par exemple, mais est-ce que c'est pas l'aspect militariste de l'organisation qui nous a intéressé c'est pas est-ce que c'est pas en raison de vos propres ruptures familiales que vous êtes engagé politiquement dans ce parti? Là, vous voyez l'erreur qui est commise, c'est le chercheur se pose des questions, il a des schémas explicatifs derrière la tête, il pense que militer au Front National ou au Rassemblement National aujourd'hui, peu importe, s'explique par certains facteurs et il confronte donc l'enquêté directement avec ces facteurs-là. Donc c'est une erreur parce que, évidemment, l'enquêté lui-même ne s'est jamais posé ces questions-là sous cette forme. Il ne comprend pas, il ne vit pas sa propre trajectoire en ces termes-là. Et donc, c'est une erreur. Pourquoi parce que, eh bien, dans le cadre d'un entretien, ça peut amener l'enquêté finalement à fermer son discours, à se laisser guider par l'enquêteur, c'est-à-dire à répondre de manière lacunaire en attendant l'enchaînement des questions, auxquelles finalement il ne va pas forcément comprendre grand-chose, pour apporter des réponses très précises. Puis surtout, l'autre piège de ce type de démarche-là, c'est de suggérer des éléments de réponse à l'enquêté, c'est-à-dire l'enquêté finalement va répondre, une espèce de biais de désirabilité, va répondre pour faire plaisir à l'enquêteur, c'est-à-dire pour le conforter dans les schémas d'analyse qu'il suggère. Donc, le métier de sociologue, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on applique une méthode scientifique, au sens durkheimien du terme, à l'exercice de l'entretien. Eh bien, 30 ans après, oui. Oui, non, une théorie en fait, il y a une précision et c'est de savoir si c'est paradoxal. Du coup, tu peux orienter ces questions sur le premier élément de notre schéma de pensée, le dernier élément de notre schéma de pensée. Alors, l'idée, finalement, en fait, je pense qu'un bon entretien, mais comme un bon questionnaire d'ailleurs, c'est passer par, disons, des ressorts, un peu par des chemins de traverse. Par exemple, si vous avez l'idée que la fréquentation du théâtre, par exemple, la sortie au théâtre, s'explique en majeure partie par, disons, l'origine sociale de l'individu et le rapport que l'individu a pu construire vis-à-vis de la culture dans son enfance. Vous pensez, par exemple, que les enfants de cadre, je vous donne un schéma très simple et simpliste à dessin. Donc, les enfants de cadre ont plus de chances que les autres, effectivement, d'aller sortir au théâtre, tout simplement parce qu'ils sont confrontés à la culture dite légitime au cours de leur enfance, parce que leurs parents ont eu, sans doute les ont amenés au théâtre, etc. Donc, si vous voulez, essayez de conforter ou plutôt de confronter ce schéma d'analyse-là. Vous n'allez pas dire directement à la personne, mais alors, si vous allez au théâtre, c'est quand même pas parce que, c'est peut-être parce que vous parliez beaucoup de culture avec vos parents à la maison. Peut-être que vos parents avaient des livres à la maison, n'est-ce pas, etc. Vous n'allez pas poser des questions comme ça. Et vous allez demander à la personne, par exemple, alors, dans votre enfance, comment ça se passait? Est-ce que vous aviez des livres? Vos parents, est-ce qu'ils lisaient beaucoup? Euh, Vous-même, est-ce que vous alliez au théâtre avec vos parents? Voyez, vous posez des questions comme ça très générales où vous faites parler les individus sur leur pratique. D'accord? L'idée, c'est de pas suggérer un schéma d'analyse très clair. Alors,
pouvez confronter ça aussi avec d'autres types d'hypothèses, hein, évidemment. Ouais, par exemple, je ne sais pas, hein, vous pouvez aussi, par exemple, faire parler la personne sur sa dernière expérience de sortie au théâtre, par exemple. Bon, ben, la dernière fois que vous êtes sorti au théâtre, c'était quand? C'était dans quel contexte? C'était avec qui? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et vous voyez, après, en fonction des réponses, vous pouvez rebondir sur certains points et tirer un fil. Par exemple, si la personne dit, bon, bah, je suis très schématique, évidemment, encore une fois, mais si elle dit, ah, moi, j'adore la sortie au théâtre parce que ça me rappelle quand j'allais avec mes parents, on passait des bons moments, ça me rappelle mon enfance, etc. Bon, ben, dans ce cas-là, vous allez dire, ah bon, mais alors, dans votre enfance, comment ça se passait? Quels étaient les types de rapports que vous aviez avec vos parents? Vous alliez au théâtre souvent? Dans quel cadre, etc. Vous voyez? Vous tirez les fils comme ça. Donc, ça, c'est l'idée. Donc, euh, ça, c'était ce qui était présenté, si vous voulez, dans le métier de sociologue. Maintenant, 30 ans après, dans la misère du monde, ben, Bourdieu nous présente une méthode qui est présente une méthode, hein, il propose, hein, il fallait comprendre ça parce que ça vous permet de comprendre la surprise, hein, des lecteurs scientifiques, entre guillemets, donc c'est-à-dire des lecteurs sociologues ou politistes, hein, de Pierre Bourdieu, lorsqu'ils ont la misère du monde entre les mains. Pierre Bourdieu, c'est une figure qui est tutélaire, hein, dans les sciences sociales françaises, en sociologie évidemment, mais aussi en sciences politiques. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de la science politique, mais c'est une discipline qui s'est développée d'abord à partir du droit. Hein, disons, la science politique, historiquement, c'est d'abord une science de constitutionnaliste. Et puis, petit à petit, il y a eu un tournant sociologique. Et c'est un ensemble de gens avec la misère du monde entre les mains, ils ne comprennent pas, quoi. Ils ne comprennent pas parce qu'ils se disent, mais moi, j'ai appris la sociologie avec le métier, métier de sociologue. Et là, je me retrouve avec ça entre les mains. Comment ça se fait? Comment ça se fait et qu'est-ce que je fais moi avec ça? Comment je réagis à ce que propose Pierre Bourdieu? Alors, moi, je le dis tout de suite, hein, c'est-à-dire que je pense que moi, je suis assez de l'avis de Donna Meyer, c'est-à-dire que les pistes proposées dans la misère du monde sont à la fois foisonnantes, hein, très stimulantes d'un point de vue intellectuel, mais il y a tout de même un vrai risque méthodologique. Et donc, en parlant de ce risque méthodologique-là, vous pouvez vous comprendre, hein, quels sont les enjeux liés à l'entretien de sciences sociales et surtout vous pouvez identifier en fait ce qu'il faut plutôt éviter de faire. Ce qu'il faut plutôt éviter de faire. Alors, à propos donc, du texte de Donna Meyer et de tout ça, de sa critique de la misère du monde, est-ce que vous en avez entendu quelque chose? Oui. Bah, justement, à un moment, il explique que Bourdieu décide d'interroger des gens en envoyant des enquêteurs qui ont des profils similaires à eux, qui viennent du même milieu social, qui ont la même couleur de peau, ce genre de choses. Ouais. Et sauf qu'en fait, lui-même, il se rend compte que cette méthode ne fonctionne pas, parce qu'il y a la règle du non-dit qui se met en place, où on pense que comme l'autre est pareil que nous, on n'a pas besoin de l'expliquer, et donc ça fait qu'on n'a pas les réponses qu'on souhaiterait avoir. Oui, tout à fait. Alors, vous voyez, la démarche de Bourdieu, finalement, là, c'est de rompre en réalité, hein, la distance entre l'enquêteur et l'enquêté. Donc, première stratégie pour rompre cette distance entre l'enquêteur et l'enquêté, c'est de dire, bon, ben, on va faire en sorte que les enquêteurs partagent certaines caractéristiques similaires avec les enquêtés. Bon, ces caractéristiques similaires, hein, vous l'avez bien compris, ça peut être des signes extérieurs, hein, comme par exemple la couleur de peau, mais ça peut être aussi une origine sociale similaire. Alors, ce qui va passer aussi dans le cadre de l'entretien, euh, par le fait que l'enquêteur va se dévoiler lui-même, hein, sur sa propre trajectoire, en essayant de montrer une espèce d'empathie, hein, plutôt là pour le coup de sympathie par rapport à l'enquêté, en disant, ben, moi je partage vos problématiques, je viens du même milieu que vous. D'accord? Donc, cette stratégie-là, elle est en soi, hein, de base, elle est intéressante, hein.
puisqu'on en a parlé la semaine dernière, évidemment, la relation d'enquête, c'est toujours une relation sociale, hein, et l'origine, la position des individus hein, interfère toujours au sein de cette relation. Hein. Et il est vrai que introduire une trop grande distance entre l'enquêteur et ses enquêtés, ça peut ben, être préjudiciable à la relation d'enquête dans le sens où ça peut mener tout simplement les enquêtés à, à ne pas parler, hein, à garder le silence, tout simplement parce que cette trop grande distance entre l'enquêteur et l'enquêté ben, peut être source de ce que Bourdieu appelle une violence symbolique. Hein, j'en avais parlé la semaine dernière, hein, c'est-à-dire une violence qui n'est pas directement exercée, qui n'est pas exercée par une contrainte objectivement formulée hein, c'est-à-dire on n'oblige pas les enquêteurs à faire quoi que ce soit. Ils ne sont pas dans le cadre d'une relation de pouvoir au sens strict du terme, mais par contre, effectivement, c'est une violence qui s'exerce par des signes extérieurs, par des signes culturels, par exemple, hein, et qui peuvent renvoyer l'enquêté à une position de dominer, hein, une position d'être illégitime, hein, ce qui va effectivement freiner sa prise de parole. Bon, donc la démarche est intéressante, mais elle est naïve. Elle est naïve pour au moins deux raisons. La première, ben, vous l'avez dit, hein, et c'est tout à fait juste, c'est que introduire ce type de proximité entre l'enquêteur et l'enquêté peut aboutir à la relation, disons, au résultat inverse, hein, qui est certes, certes, on va peut-être faciliter la prise de parole, on va éviter l'écueil hein, du silence hein, de l'enquêté, mais en même temps, on va peut-être favoriser énormément de non-dits. On va peut-être favoriser énormément de non-dits, parce que finalement, ben, dans un contexte où les deux personnes en relation partagent, ou en tout cas pensent partager un ensemble d'expériences, de vécus communs, eh bien, on va se passer de donner des explications détaillées sur ce vécu, parce qu'on va penser finalement que l'autre, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un peu lorsque vous discutez avec un ami très proche, quelqu'un de votre famille. Parfois, il n'est pas nécessaire de tout expliquer. Quoi. Il n'est pas nécessaire de faire l'histoire de ce qui vous est arrivé, d'aller dans le détail, parce que ben, vous comprenez, parce que vous partagez ensemble un certain nombre d'expériences et que vous supposez finalement qu'on peut se passer d'explications. Donc là, c'est un écueil, effectivement, qu'on peut obtenir, effectivement, lorsqu'on introduit une distance plus fine entre l'enquêteur et l'enquêté. En soi, si l'enquêteur ne comprend pas, alors qu'il ne comprend la réponse de l'enquêteur, il ne demande pas pourquoi. Il ne demande pas pourquoi il ne comprend pas. C'est un souci d'ego ou je ne sais pas, mais toi, c'est ça de sa part. Mais parce que ça peut être un piège inconscient même pour l'enquêteur, vous comprenez, c'est-à-dire l'enquêteur va se dire bah, finalement les raisons du discours de l'enquêté, bah, je les connais en fait, elles sont évidentes pour moi, ça vient du milieu, ça vient de son expérience, etc. Puisque j'ai vécu la même chose, j'en parle même pas. C'est ça en fait, finalement, cette proposition de Bourdieu met l'enquêteur dans une position très difficile parce que ça demande en fait à cet enquêteur-là d'être absolument conscient d'être conscient de ses propres déterminations, en fait, c'est-à-dire d'être conscient de ses propres schémas de pensée au moment de l'enquête. D'accord. Alors que finalement, dans le cadre d'une distance, dans le cadre d'une distance entre l'enquêteur et l'objet qu'il étudie, alors certes, il va falloir être conscient du risque potentiel de violence symbolique. D'accord. Peut-être, par exemple, on va poser des questions que l'enquêté ne se pose pas naturellement. Peut-être qu'on va les poser en utilisant un vocabulaire qui va amener l'enquêté à se fermer, certes, mais en même temps, cette distance, ça pousse l'enquêteur à être curieux, ça pousse l'enquêteur à en demander un peu plus hein, à l'enquêté. Alors que là, finalement, le risque, ça va être de se dire, j'ai pas conscience que
même si on vient du même milieu social, etc., même si on partage des caractéristiques communes, il peut encore y avoir des différences entre nous. Et donc, du coup, bah, ces différences-là, on va les passer un peu sous silence, en tout cas, on ne va pas les interroger dans le cadre de la relation d'enquête. Et c'est le deuxième problème donc, qui est du coup, qui est également souligné par Nona Meyer, c'est-à-dire que on va vouloir bien faire en réduisant la distance entre un enquêteur et un enquêté, par exemple, en mettant des personnes de même couleur ou de même origine sociale, ou pourquoi pas même, on pourrait penser à des personnes de même obédience politique, par exemple, hein, mettre quelqu'un de droite pour interroger des personnes de droite, mettre quelqu'un de gauche pour interroger des personnes de gauche. Donc, on peut faire ça, effectivement. Et sauf que le problème, c'est que la symétrie entre deux personnes, elle ne tient pas uniquement à deux, trois caractéristiques partagées. D'accord? Il peut y avoir d'autres caractéristiques cachées qui vont réintroduire une distance plus grande entre l'enquêteur et son enquêté. Enfin, évidemment, il peut y avoir des distances en termes de génération, en termes de sexe, en termes de énormément en termes de culture. Enfin, bon, il y a énormément de facteurs effectivement qui contribuent à introduire une distance entre deux individus. Donc il y a un côté un peu naïf à se dire que parce que on met deux ouvriers ensemble, deux personnes d'une même couleur, ben on va neutraliser la distance entre l'enquêteur et l'enquêté. Oui. Et puis c'est aussi partir du principe que du coup, on a des enquêteurs dans chaque espace, dans chaque milieu et tout ça. Et c'est pas forcément le cas, c'est la même chose. Donc, enfin, du coup, le fait que tu passes aussi par la recherche d'enquêteurs et d'enquêter, donc ça multiplie encore plus cette Oui, situation. oui, bien sûr. Oui, 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 ça peut poser des problèmes très, très pratiques, très techniques. Et moi, je trouve que c'est aussi une démarche qui peut être contre-productive dans le sens où si elle est enseignée telle quelle à des étudiants, ben, si je vous disais ça, hein, par exemple, si je vous disais, ben, en fait, il faut qu'il y ait un lien réduit entre vous et les milieux que vous enquêtez, ben, ça vous interdit en fait de travailler sur un nombre d'objets incalculable. Hein. Par exemple, je sais pas, moi je veux dire, ben, je ne peux pas interroger une femme parce que je suis un homme, je ne peux pas interroger quelqu'un qui est une autre nationalité de moi parce que je suis français, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, ça pose quand même un nombre de problèmes quant au rapport qu'on peut avoir avec une recherche. Même si à l'origine, à la base, hein, le raisonnement est pas stupide, hein, il est intéressant. Mais la proposition formulée aboutit à un ensemble de problèmes méthodologiques assez... Alors, il y a on peut d'ailleurs pousser le raisonnement encore un peu plus loin, et c'est ce que fait Bourdieu dans certains entretiens de La misère du monde. Qu'est-ce qu'il dit? Finalement, pour réduire cette distance entre l'enquêteur et l'enquêté, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les personnes interrogées? Au-delà du fait qu'elles partagent les mêmes caractéristiques. Qu'est-ce qui est proposé comme démarche? D'aller interroger qui? Oui. Je sais plus si c'est ça, mais non, si c'est interrogé, c'est pas ça. Je pensais au fait qu'il leur dit aussi d'attester avec des signes de texte, des interviews, etc. Alors, on va voir après. Hein. Ça, c'est intéressant, c'est très intéressant. On va voir après. Voilà, c'est ça. Des proches, des amis, etc. Alors, ce qui est là pour le coup véritablement problématique, en fait. Ce qui est véritablement problématique, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que là, les non-dits deviennent un risque qui est plus uniquement hautement probable, mais qui est quasi systématique, en fait. J'évoque ça parce que c'est une question que vous m'avez posée, par exemple, la semaine dernière. Est-ce qu'on peut aller interroger des gens qu'on connaît, des proches, des amis, etc. Et la réponse que je vous ai faite, c'était quand j'ai parlé avec les groupes, hein, c'était de dire oui, vous pouvez, à condition que ce ne soit pas vous qui alliez interroger l'ami en question. Il faut que ça soit, par exemple, dans votre groupe, hein,
il faut que ce soit des entretiens croisés, en fait. Il faut que ce soit quelqu'un dans le groupe qui ne connaît pas la personne qui aille l'interroger. Après, ça peut être une bonne idée hein, de solliciter un proche hein, pour aller l'interroger, mais parce que ça peut faciliter effectivement l'acceptation hein, de la démarche d'enquête, mais par contre, il faut mettre les choses au clair dès le départ en disant que ben, c'est pas moi qui viendrai t'interroger, ça va être un collègue ou une collègue, etc., qui mènera l'entretien à ma place. Ouais. Moi, je ne serai pas là. D'accord. Alors là, parce que, et vous comprenez le décalage entre le métier de sociologue, du coup, et la misère du monde, parce que le métier de sociologue, c'était de dire, ah ben, il faut opérer une rupture avec les prénotions, avec le savoir spontané. C'était l'expression de Bourdieu, le savoir spontané. Et le savoir spontané, c'est à la fois celui de l'enquêté, donc faire attention disons, aux schémas de pensée communs qui non seulement ne sont pas ceux du chercheur, mais en plus de ça, souvent ne sont même pas ceux de l'enquêté lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'on adopte souvent des modes de discours qui sont le produit des institutions hein, qui concourent à notre socialisation, de notre famille, des médias, de l'école, etc. Donc, il faut faire une rupture avec le savoir spontané de l'enquêté, mais aussi avec le savoir spontané de l'enquêteur. Dans le métier de sociologue, comme Durkheim dans les règles de la méthode sociologique, hein, Bourdieu et Durkheim sont conscients du fait que le scientifique, le sociologue est lui-même pétri de préjugés, lui-même pétri de schémas spontanés. Et c'est ça qu'il faut arriver à mettre de côté en fait dans la recherche. Et vous comprenez que si vous commencez à développer l'idée selon laquelle il faut aller interroger des proches, il faut aller interroger des gens avec qui on se sent directement en empathie ou en sympathie, hein, vous prenez le risque effectivement de faire parler ce savoir spontané plutôt que de le mettre à distance. Okay. Ça va, c'est clair ça. Alors, autre, autre élément, effectivement, alors vous avez évoqué l'idée de Bourdieu eh bien, de symboliser cette démarche empathique au sein même de la relation d'enquête, hein, au sein même de l'entretien, hein, en cours d'entretien, en usant effectivement de signes ouvertement exprimés hein, d'empathie. Est-ce que vous avez des exemples de ça, pour que ce soit bien clair, à partir du texte? Qu'est-ce qui est proposé là? Ouais. Au-dessus de la tête, par des signes de vie. Ouais. Globalement, oui, dire oui, non, ah bon. Après, ce qu'elle explique, c'est que finalement, ça restera une discussion parce que ça la dirige, en fait. Ça la dirige trop, alors que dans l'enquête, il faut laisser la place à l'enquêté. Absolument. Alors, vous comprenez, alors, il y a dans le texte, à deux reprises au moins, un terme qui est évoqué, que peut-être, je ne sais pas si vous avez compris ou si vous avez fait des recherches par la suite, c'est celui d'entretien rogerien. Vous l'avez vu passer dans le texte? Et vous savez ce que c'est? Est-ce que quelqu'un parmi vous est allé chercher ce que ça pouvait être l'entretien rogerien? Non? Pas grave, hein? Non? Alors, ça vient d'un psychologue américain qui s'appelait Carl Rogers. Carl Rogers, Carl Rogers, en fait, il propose une méthode d'écoute, une méthode d'entretien qu'il qualifie d'écoute active. D'écoute active. Alors, c'est pas la peine de noter, enfin, ce que je vais dire là même tout de suite, hein, et je ne rentre pas dans les détails, peut-être que les psychologues freudiens en voudraient beaucoup, mais l'écoute active, ça s'oppose hein, à la psychanalyse freudienne type, qui suppose, et c'est les termes de Freud même, hein, une attention flottante, une écoute flottante. C'est-à-dire en fait que l'idée, c'est que
faciliter en fait le bon déroulement de la psychanalyse, hein, le psychanalyste, hein, ne doit quasiment pas réagir à ce que dit son patient. Il doit le laisser lui-même, hein, mouliner en quelque sorte, hein, développer à partir de ses propres contradictions, à partir de ses associations de pensée. Rogers, lui, il proposait quelque chose de différent en disant que la place du psychanalyste, en fait, devait être plus dans une forme d'écoute empathique, qui a pour but, en fait, de montrer que le psychanalyste est attentif au discours produit. Montrer que le psychanalyste est attentif au discours produit, c'est-à-dire montrer qu'il est à l'écoute, que ça l'intéresse, d'accord? Et l'idée, là, c'est de faciliter effectivement la prise de parole. Hein. Bon, évidemment, enfin, c'est quelque chose d'assez banal. Hein. Si vous êtes en face de quelqu'un qui regarde ailleurs, qui regarde son téléphone portable ou quoi que ce soit quand vous parlez, vous n'allez pas vous sentir forcément très à l'aise. Quoi. Vous allez plutôt avoir envie d'arrêter de parler et de passer à autre chose. Quoi. Donc l'idée de Rogers, c'est de dire, non, il faut montrer effectivement qu'on est attentif, qu'on est à l'écoute, ce qui va permettre la libération de la parole. Ça, c'est l'entretien rogerien. Et effectivement, ce modèle d'entretien-là, en fait, s'applique très bien à ce qu'on peut faire en sciences sociales. Et je pense qu'il est important dans une relation d'enquête, hein, lorsque vous menez un entretien, effectivement, d'user hein, de tout un type de relance, hein, de tout un type de signes extérieurs. Alors, ça peut être des signes physiques, comme hocher la tête, ou dire oui, oui, etc., pour montrer effectivement à la personne que vous êtes intéressé par son discours. Et vous êtes à l'écoute de son discours. Sauf que là, ce que propose Bourdieu dans La misère du monde, c'est une posture empathique qui va beaucoup plus loin que ça. Alors, évidemment, alors ça peut aller effectivement jusqu'à des postures un peu ridicules où le sociologue, en fait, fait nous de partager les problèmes des personnes qu'il a en face de lui. Finalement, en acquiesçant systématiquement au discours, en les réorientant vers en les enfermant finalement dans un discours donné, ce qui peut être effectivement problématique parce que ça nuit finalement au bon déroulement de l'enquête. Hein. L'intervention intempestive du sociologue dans la relation d'entretien, dans ce cas-là, peut produire l'effet inverse à ce qu'il est censé produire. C'est-à-dire que l'idée de Bourdieu, c'est de dire on va libérer la parole comme ça. On va libérer la parole. Et d'ailleurs, enfin, si vous avez lu le texte, hein, vous voyez bien, Bourdieu dit finalement, l'entretien que je propose, c'est plus vraiment un entretien, il appelle ça une conversation. Je mène une conversation avec mes enquêtés. Et donc, je me mets au même niveau qu'eux, je me mets en empathie, je réagis à tout ce qu'ils disent, etc. Et puis, on discute ensemble. Bon, le problème, c'est qu'en fait, ça peut produire une espèce de biais, une espèce d'artefact de recherche qui va, comme vous l'avez souligné, hein, consister dans le fait que l'enquêté va adopter une posture qui est très pratique, qui est celle de se laisser porter par l'entretien, c'est-à-dire finalement plus véritablement répondre aux questions posées ou alors et puis finalement attendre la prochaine relance, la prochaine question. Vous comprenez que faut comprendre là un bon entretien. Quand est-ce qu'on sait qu'on a mené un bon entretien en sciences sociales? On sait qu'on a mené un bon entretien en sciences sociales quand on a quasiment, nous, hein, si on est enquêteur, quand on n'a pas parlé. Si vous n'avez pas parlé, ou très peu, c'est que l'entretien est réussi. Pourquoi? Parce que ça veut dire que en face, votre enquêté, lui a pris la parole. Lui vous a dit beaucoup de choses, a fini par se dévoiler. Donc, oui, évidemment, à la posture
d'écoute active, hein, la posture empathique, qui va accompagner hein, la parole de l'enquêté, mais non, évidemment, à une espèce de posture surempathique, hein, où l'enquêteur, finalement, finit par, enfin, la présence de l'enquêteur finit par être écrasante hein, pour l'enquête. Et alors ça va être la difficulté à laquelle vous allez être confronté, évidemment, parce que vous allez voir que selon les personnes que vous accompagnez, c'est plus ou moins facile de les faire parler. Et notamment lorsque vous allez vous retrouver avec des personnes, disons, qui ne sont pas professionnelles des pratiques que vous analysez. Prenons l'exemple des pratiques culturelles. C'est très facile de faire parler un artiste, c'est très facile de faire parler, je ne sais pas, un directeur de festival ou un chargé de mission, une direction culturelle lambda. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont baignées dans le milieu culturel, ce sont leur vie en fait. Ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont beaucoup de choses à évacuer. Hein. Et par contre, quand vous interrogez, par exemple, quelqu'un qui est allé voir un film, quelqu'un qui est allé au cinéma, bah, finalement, pour lui, c'est une pratique qui, finalement, s'assimile à un loisir, à un divertissement. Donc, on va pas avoir beaucoup de choses, on va avoir beaucoup de choses à dire de plus que ben, j'y suis allé parce que ça m'a amusé, parce que ça m'a détendu, parce que ça m'a diverti. Hein. Donc là, tout l'art de l'entretien va être justement d'arriver à poser des questions, non pas directement sur la pratique en question, parce que vous savez de toute façon que la personne n'a pas grand-chose à dire dessus, mais tout un tas de questions, disons, détournées hein, sur l'enquêté, sur son histoire, hein, qui vont permettre effectivement à la personne de parler, à la personne de parler de quelque chose qui lui tient à cœur, et à vous, évidemment, au final, de réorienter l'entretien au bon moment hein, sur des éléments qui vont vous permettre de répondre à des questions précises, à vos questions de recherche. Vous allez vite le voir, ça par exemple, voilà, ça ne sert pas à grand-chose finalement de demander à des enquêtés d'expliquer pourquoi ils aiment tel ou tel type de musique, mais par contre, ça peut être intéressant quand est-ce qu'ils écoutent la musique, sur quel support, avec quelle personne, est-ce qu'éventuellement ils parlent de musique avec leurs amis sur les réseaux sociaux, est-ce que quand ils étaient enfants, ils écoutaient de la musique, quel type de musique, est-ce qu'ils aimaient la musique que leurs parents écoutaient, etc. Vous voyez? C'est ce genre de choses-là qu'il faut demander. Il faut arriver à mettre en musique. Donc, vous comprenez bien que si vous intervenez de manière intempestive et vous proposez directement vos propres pistes d'explication, ben, ça ne peut pas marcher. Ça ne sera pas un bon entretien. Vous allez produire quelque chose qui est du registre de l'artefact. Je l'ai déjà dit là. Vous voyez, un artefact hein, en sciences sociales, est-ce que c'est tout simplement un résultat qui n'est que le produit de la situation d'enquête. C'est un résultat de recherche qui n'est que le produit de la situation d'enquête. C'est-à-dire qu'il n'existe que parce que vous l'avez mesuré dans un certain contexte, dans un certain contexte de recherche, au travers d'un certain protocole de recherche. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vie réelle, entre guillemets. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le texte? Non? Ok, non. Bon. Donc ça sera, on va s'arrêter là sur Donna Meyer, hein, et je pense qu'il était intéressant effectivement d'aborder cette critique de la misère du monde pour bien comprendre en fait ce que l'entretien en sciences sociales n'est pas hein, nécessairement. Encore une fois, si les pistes proposées peuvent être intéressantes. Alors, il y aurait d'autres aspects hein, qu'on aurait pu commenter, hein,
notamment par exemple l'usage qui est fait du matériel d'entretien dans l'ouvrage, avec cette espèce de ce pari qui est de on va faire lire les entretiens tels quels, bruts, sans forcément proposer une analyse très très poussée. Alors, on en reparlera sans doute dans d'autres séances, mais là encore une fois, ça pose ça pose un véritable problème. Alors, c'est une posture qui correspond à une proposition un peu radicale de la part de chercheurs, par exemple, qui considèrent qu'il y a une véritable rupture entre, d'un côté, les sciences de la nature, au travers desquelles on peut identifier des lois, et puis les sciences humaines et sociales, les sciences de la culture, qui sont moins propices effectivement à l'application de loi-là. Je crois qu'on en a un peu parlé lors de la première séance, mais l'idée l'idée un peu fondamentale de certains chercheurs, c'est de dire, bon, ben, vu qu'il y a une séparation stricte entre les deux sciences, il faut arrêter de dire que les sciences humaines sont des sciences. Ça ne sert à rien de faire de la science lorsqu'on fait de la sociologie ou de l'économie, de la science politique. Et c'est ce qui est cité dans le texte de Meyer. Certains peuvent aller jusqu'à la posture radicale qui consiste à dire, bon, bah, faites de la littérature, en fait. Faites de la littérature, c'est-à-dire vous recueillez du matériel qualitatif et vous racontez une histoire. Finalement, bon, bah, c'est le contenu même de l'entretien ou le contenu même de l'observation va suffire à lui-même. Un peu comme le contenu artistique d'un livre, finalement, se suffit à lui-même, mais il n'a pas besoin en soi de contenir un message en particulier. Bon. Encore une fois, c'est une posture moi, que je trouve problématique. Et cet abandon complet de toute velléité d'analyse scientifique, lorsqu'on fait des enquêtes qualitatives, pose problème. Et évidemment, on verra dans les prochaines séances que c'est pas véritablement comme ça qu'il faut s'y prendre quand on analyse et quand on travaille à partir d'un matériel d'entretien. OK? Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des... S'il y a des points que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le dire. Oui. Je suis avec charge de supposer que l'enquêté il va répondre de manière différente si on dit certaines choses et tout. Pas pour dire du mal de la méthode, mais c'est pas pour ça de la manipulation. Est-ce que tu es en train de faire C'est-à-dire, vous voulez dire d'essayer de ne pas poser des questions de manière frontale, mais d'essayer Ouais. D'essayer de rentrer dans l'esprit de l'enquêté pour avoir pas ce qu'on veut, mais du coup, ce sera alors, il ne s'agit pas de manipuler l'esprit de l'enquêté, en fait. C'est pas exactement c'est pas exactement la posture, en fait. Il n'y a pas de manipulation, c'est-à-dire, en fait, il continue à faire parler l'enquêté sur des. En fait, l'idée, c'est de le faire parler sur des choses qui font sens pour lui. Voilà. D'essayer de lui poser des questions qu'il pourrait se poser dans la vie de tous les jours. Évidemment, le but ultime, c'est nous d'avoir des éléments qui nous permettent de répondre à des questions de recherche, mais d'être conscient que ces questions de recherche, en fait, elles ne correspondent pas aux questionnements que les personnes se posent dans la vie de tous les jours. Je reprends l'exemple que je ne sais plus avec quel groupe j'en avais parlé la semaine dernière, mais vous posez une question très simple, qui peut être une question de recherche. Pourquoi les individus sortent-ils au cinéma, vont-ils au cinéma? En fait, ça, c'est une question qui est très simple, mais qui est une question de recherche, en réalité. C'est-à-dire, c'est une question que les gens ne se posent pas. C'est-à-dire que quand on va au cinéma, on ne se demande pas, mais tiens, pourquoi je vais au cinéma? On peut éventuellement se la poser, mais généralement, on ne répond pas complètement et on l'évacue très vite. Mais en fait, les gens ne se la posent pas et sans s'en rendre compte, parce que si on leur pose la question comme ça en entretien, ils ne savent pas répondre. Donc, vous voyez, vu qu'ils ne peuvent pas vu qu'ils ne peuvent pas répondre directement en fait, aux questions qu'on va leur poser, et vu que de toute façon, ça serait naïf parce que ça voudrait dire prendre pour argent comptant des schémas explicatifs qui pourraient être comme ça, développés de manière spontanée, eh bien, on va poser d'autres questions
qui vont faire sens pour les enquêtés et qui, en même temps, vont nous permettre de tester des hypothèses qu'on a pu construire auparavant. Donc, par exemple, si vous pensez que la sortie au cinéma s'explique pour des critères essentiellement esthétiques, par exemple, les gens vont au cinéma pour, je sais pas, pour être confrontés à une idée du bout, par exemple. Voilà. Bah, vous n'allez pas leur, voilà, vous n'allez pas leur poser cette question-là, ou essayer de vérifier ce schéma explicatif comme ça directement, mais vous allez plutôt les interroger sur ben, qu'est-ce qui vous plaît dans les films, qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce qui est beau pour vous, pourquoi pas vous pourriez les faire réagir à des images, à des supports, par exemple, pour interroger en fait leur sens esthétique. Vous voyez? Après, vous allez évidemment développer des aspects de leur parcours individuel, leur trajectoire personnelle pour creuser ça, d'où ça vient, comment ça s'est construit. Hein, comment ça s'est construit. Vous voyez, pourquoi tel type, est-ce qu'il y a des types de films qui vous choquent? Est-ce qu'il y a des types de films que vous détestez? Ça, c'est une piste très intéressante qui a été évoquée par Bourdieu dans La Distinction, où il dit le goût, c'est toujours une affaire de dégoût, en fait. Pour définir ce qu'on aime, eh bien, on fait toujours référence à quelque chose que l'on n'aime pas. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire, voilà, poser des questions. Ben, si vous voulez savoir pourquoi telle personne aime tel type de film, ben, peut-être leur poser aussi la question, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et ben, sur ce que vous n'aimez pas, quels sont les aspects que vous détestez, par exemple, je sais pas, dans les films d'horreur ou les comédies romantiques, qu'est-ce qui fait que vous ne regardez pas ça, quoi? Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Et à partir de là, vous voyez, vous construisez une grille d'entretien toujours dans cet esprit, c'est-à-dire poser des questions qui font sens et en même temps qui vont vous permettre d'obtenir des éléments à vos questions de recherche, des éléments de réponse à vos questions de recherche. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, passons